Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire, un podcast d'entretien consacré à des livres récents en histoire. Je suis Rassan Moubarak et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Le Foll, qui publie Les lieux secrets du pouvoir aux éditions Perrin. Bonjour Sébastien Le Foll. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Vous avez dirigé l'an dernier l'ouvrage collectif Les lieux du pouvoir chez Perrin, à l'occasion duquel nous avions déjà réalisé un entretien. Il s'agissait alors de raconter comment certains lieux servaient à montrer le pouvoir tel qu'il était en train de s'exercer, donc comment ces lieux revêtaient une dimension de représentation pour les hommes et les femmes politiques. Là, vous nous livrez cette année les lieux secrets du pouvoir, toujours chez Perrin, pour lequel vous avez réuni des journalistes et des écrivains pour une vingtaine de chapitres et donc 20 nouveaux lieux. Qu'est-ce que vous avez souhaité raconter dans ce nouveau livre ? Comme vous l'avez dit, le projet de cette grande enquête, qui sera une trilogie, c'est d'explorer le pouvoir en France, comment il s'exerce en effet, dans des lieux connus, c'était l'objet du premier thème, mais aussi comment il se fabrique, comment la décision se fabrique, comment l'imaginaire aussi se crée, dans des lieux soit moins connus, soit en tout cas dans la dimension souterraine du pouvoir. Alors ce qui n'est pas du tout une approche complotiste, puisque le complotiste, lui, voit une main cachée, une intention dissimulée derrière des décisions. Là, ce n'est pas notre propos, c'est de montrer que il y avait une promesse au départ démocratique d'une transparence de la politique, de la décision. Or, il reste malgré tout dans le pouvoir une dimension souterraine, une dimension opaque qui s'incarne dans différents lieux, dont le nom parfois peut parler au grand public, dans d'autres cas est inconnu de ce même public. Mais c'est de voir comment ce pouvoir de l'ombre, à l'abri de la lumière, à l'abri de cette transparence démocratique, de voir toute la complexité du pouvoir encore aujourd'hui dans nos démocraties. Et c'est le propos de ce deuxième tome, dans lequel nous avons voulu ouvrir, avec mes co-auteurs, d'autres portes. Alors ça peut être des portes que nous avons déjà ouvertes dans le premier tome, puisqu'on retourne à l'Élysée, mais cette fois-ci pour nous installer avec Guillaume Tabar, l'éditorialiste du Figaro, dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, où l'on voit que c'est une forme de gare de triage de la République. Toute décision prise par le président de la République passe par ce bureau. Ça peut être le ministère de l'Intérieur, Bercy, mais aussi des lieux moins connus, comme l'ancien siège de l'actuel DGSI, qui s'appelait à l'époque la DST, mais aussi des lieux culturels, parce que il y a bien une exception culturelle en France, on le dit souvent, mais l'imaginaire des Français est ensemencé par la littérature, par la culture, et par exemple la salle à manger où se réunit le jury Goncourt, par exemple, a un pouvoir qu'on ne pourra pas qualifier de politique, mais en tout cas un pouvoir important dans l'imaginaire des Français, mais ça peut être aussi les grands défilés de mode. Donc vous voyez, il y a un spectre assez large et qui, en creux, dessine un portrait de la France. Effectivement, certains lieux font écho à des lieux plus visibles tels qu'on les avait abordés dans le premier tome, et notamment l'Élysée, le premier d'entre eux. On avait vu précédemment que la France avait par certains aspects gardé un côté monarchique, incarné par le président de la République, et là on voit celui qui peut être éventuellement son binôme, le secrétaire général de l'Élysée, qui occupe donc un bureau dans l'Élysée. Comment est-ce que ces deux bureaux s'articulent et même comment sont-ils placés géographiquement ? Actuellement, le bureau du secrétaire général de l'Élysée se trouve au même étage que celui du président de la République, le fameux bureau d'angle qu'occupe Emmanuel Macron et qu'avant lui n'a occupé que Valéry Giscard d'Estaing. Solène de Royer nous avait raconté son histoire, l'histoire de cette pièce un peu maudite d'ailleurs dans le premier tome des lieux du pouvoir. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est une sorte de Janus, à la fois c'est un haut fonctionnaire, c'est un politique, c'est à la fois le confident et le bouclier du président.
bouclier dans la mesure où il essaie le plus possible de le protéger. C'est une vraie puissance quand Alexis Kohler, qui occupait précédemment ce poste, est resté dans son bureau bien plus longtemps que n'importe quel ministre sous Emmanuel Macron. Guillaume Tabar parle d'un chef de gare, oui, car tout passe par ce bureau, par ce filtre-là. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre aussi, c'est de voir la relation particulière entre ces deux personnages, le président, son secrétaire général. Il y a des scènes d'ailleurs qu'évoque Guillaume Tabar, que ce soit Jacques Chirac découvrant dans ce bureau le premier discours de Nicolas Sarkozy, place de la Concorde, après sa victoire en 2007, et voyant que Nicolas Sarkozy ne cite pas son nom. C'est dans des moments particuliers où là, en creux, on voit aussi la psychologie de nos présidents de la République. Alors, ces présidents de la République, lorsqu'ils ne sont plus en fonction, bénéficient d'avantages accordés par les institutions, par la République, et notamment, ils se voient octroyer des bureaux. Nicolas Sarkozy a occupé le 77 rue de Miromesnil dans le 8e, François Hollande le 242 rue de Rivoli. Comment est-ce que ces avantages, donc ces bureaux, sont encadrés, et comment est-ce que les présidents choisissent leurs bureaux ? C'est amusant l'histoire de ces... D'ailleurs, ce sont pas les bureaux, ce sont des appartements de fonction. L'histoire a commencé en 1985 par une simple lettre de Laurent Fabius à Valéry Giscard d'Estaing, lui expliquant que, à la demande de François Mitterrand, la République mettrait à sa disposition un appartement, des locaux où il y a à la fois un bureau, un lieu de réception, du personnel. Donc c'est resté quelque chose de longtemps très flou, qui échappait à tout texte de loi. Il y avait, au fil du temps, on a effectivement précisé les choses, limité le personnel mis à disposition, les privilèges, et puis parce qu'il y avait aussi des questions d'argent public, et que nos présidents sont élus de plus en plus jeunes, et que donc sont appelés à occuper ces lieux plus longtemps que leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est un lieu éminemment politique parce que c'est pas le lieu d'une retraite complète. On le voit dans ce récit de Nathalie Chuck, qui aime d'ailleurs les lieux assez inattendus, puisque dans le premier tome, elle nous avait raconté l'avion présidentiel. Il y a l'espoir, plus ou moins avoué, un jour d'être appelé, de poursuivre ce destin politique. Mais on le voit quand même, c'est le lieu souvent d'où partent les recompositions politiques. Sébastien Lecornu, le Premier ministre en exercice au moment où nous parlons, je crois que son premier déplacement a été de se rendre rue de Miromesnil, dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Alors, comment ils le choisissent ? Ce sont eux qui souvent choisissent le lieu. On a voulu, au moment que François Hollande, après son départ de l'Élysée, occupe les anciens bureaux de Jacques Chirac. Il a trouvé ça un peu gonflé, puis c'est un jour, en rentrant d'un déplacement, il est rue de Rivoli, et il voit un panneau bureau à louer, et les a visités. Alors, il y a des limites maintenant, le loyer, mais la plupart du temps, ce sont eux qui choisissent ces lieux, et le personnel qui les accompagne. Est-ce que ces locaux sont finalement mis à la disposition ad vitam aeternam ? Est-ce que quand un président, par exemple, redevient député, dans le cas de Hollande, est-ce qu'il doit rendre ses appartements ? François Hollande a conservé ses bureaux, c'est un avantage acquis, et il y a encore peu, les premières dames, même si leur époux venait à disparaître, conservaient une partie des avantages dont ils bénéficiaient. C'est une forme de reconnaissance de la nation à ces anciens présidents. On le voit que cet avantage est de plus en plus contesté, mais en tout cas, pour le moment, on ne l'a pas remis en question. Emmanuel Macron termine son mandat en 2027, au plus tard en 2027. À votre avis, il prendrait quoi comme type de location ? On verra, peut-être choisira-t-il un bureau dans un quartier de Paris, ou éventuellement à la
dans la proche périphérie où il y a des start-up, pourquoi pas? Ça serait peut-être cohérent avec le premier Emmanuel Macron, de fin de mandat. Je ne sais pas, il est fort probable que ce soit dans un arrondissement central de la capitale. Alors, outre l'exécutif, la France est aussi dirigée par des hautes administrations, des ministères. Corinne Laïc nous emmène à Bercy, dans le ministère des Finances, qui est, pour ceux qui connaissent, donc une sorte de grand paquebot sur la Seine, donc dans un quartier au départ un peu périphérique, et d'ailleurs ce déménagement avait fait grincer des dents au moment de quitter le centre de Paris. Alors il y a un chiffre que l'on retrouve partout dans ce chapitre et dans les différentes sources, c'est qu'il y a 42 km de couloirs. Voilà, ce chiffre est, semble-t-il, un peu un totem. Et Corinne Laïc écrit que malgré cet aspect imposant et austère, une fois qu'on y est, finalement, c'est un lieu dont il est difficile de sortir. Bercy, c'est probablement le lieu le plus fascinant et le plus français de ce recueil. Car dans ces lieux s'exprime aussi notre rapport à l'État. Et l'État, c'est tout à Bercy. C'est là qu'on apprend à dépenser l'argent, c'est là qu'on apprend à imaginer et à mettre en place des impôts. Et on aime beaucoup ça en France. Et c'est un lieu qui reflète tellement encore la structure politico-sociale de notre pays. On le voit avec ses directions à la fois du Trésor, du budget qui se regardent en chien de faïence, les énarques méprisent les polytechniciens qui le leur rendent bien, et où on peut mesurer l'importance d'un personnage à la hauteur des fenêtres dans son bureau. Il y a là donc tout cet esprit aristocratique de l'Ancien Régime qui s'est reconstitué dans les grands corps de l'État. On le voit, c'est frappant dans ce lieu. On voit aussi comment la France a pu s'endetter autant. La Corinne Laïc raconte comment, dans les années 80, après l'élection de François Mitterrand, le mot d'ordre était il va falloir apprendre à dépenser. Et où d'anciens conseillers, de hauts fonctionnaires lui racontent que, ils ont demandé à voir des patrons d'entreprises publiques en leur demandant il va falloir que vous créiez 5000 postes. Et on leur a répondu, mais nous n'avons pas besoin de 5000 postes, mais non, il faudra pourtant trouver des places. Il y a là donc un microcosme, un concentré de l'exception budgétaire française dans ce lieu. Et elle dit donc qu'il est difficile d'en sortir parce que finalement on prend goût peut-être à la dépense. C'est un monde, c'est un État dans l'État. Oui. C'est le royaume aussi de l'inspection des finances qui est le corps le plus haut, en tout cas pour les hauts fonctionnaires. Donc là on est dans la très haute administration. Et on voit d'ailleurs, il y a une constante dans les périodes de crise politique. Eh bien, c'est la très haute administration qui reprend le pouvoir dans notre pays. Il y a un autre lieu dont il est important de parler, et alors là, c'est un peu l'inverse, il est quasiment impossible d'y entrer et non pas d'en sortir. C'est la réserve d'or de la Banque de France, qu'on appelle la souterraine et à laquelle on accède rue de la Vrillière dans le 1er arrondissement. Et donc, c'est François Miguet, qui est reporter au service économie du Point, qui est en charge de ce chapitre. C'est un endroit auquel on accède vraiment très difficilement. Et d'ailleurs, le gouverneur actuel de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dit qu'il n'y est descendu qu'à 2 reprises. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce genre de lieu quand on est reporter et donc un des auteurs du livre ? On essaie d'abord d'obtenir l'autorisation et puis si on n'y parvient pas, on retrouve des témoins. Voilà ce qu'a fait François Miguet pour se faire décrire précisément ce grand coffre qui est situé à 27 mètres sous terre et dont d'ailleurs j'ai appris en lisant son chapitre que si jamais il y avait une attaque nucléaire sur Paris, il y aurait encore visiblement un signal qui permettrait de localiser. Une fois que tout est vitrifié en surface. Alors la Banque de France est intéressant parce qu'elle a perdu une grande partie de son pouvoir avec la mise en place de l'euro, puisque la politique monétaire se décide à la BCE, à Francfort, la Banque centrale européenne à Francfort. Mais c'est encore la Banque de France qui émet les billets, la monnaie, et il y a ce grand stock d'or dont De Gaulle avait demandé le rapatriement, et c'est la 5e réserve. La France détient la 5e réserve mondiale d'or, et il y a ce fantasme, puisque c'est une énorme somme,
Et on se dit, mais finalement, le pays est endetté, pourquoi n'irions pas, piocher dans ce stock d'or? Donc, il y a, là encore, et c'est le cas de beaucoup de ces lieux, ils sont l'objet de fantasmes, et c'est ce qui nous a intéressés. Alors, en parlant de fantasmes, il y a 2 lieux pour lesquels, alors peut-être je n'ai pas à en connaître, ce sont évidemment les services secrets. Il y a 2 chapitres dans le livre. Le premier qui est écrit par Rémi Coffer, qui explore la DGSE, donc les services extérieurs, qui est boulevard Mortier dans le 20e arrondissement à Paris. Et puis Olivier Brun qui explore l'ancien siège de la DGSI, donc les services intérieurs, le renseignement intérieur français, qui à l'époque était dans le 15e arrondissement, au 7 rue Nélaton. Est-ce qu'on peut vraiment parler de lieu de pouvoir dans ces cas-là ? Oui, car le renseignement, c'est un pouvoir considérable. Et ces 2 lieux concentrent ce pouvoir-là, que ce soit la DGSE pour l'action extérieure et la DGSI pour l'action intérieure. Concernant la DGSE, on pouvait se dire, mais on sait tout maintenant. On a vu le Bureau des légendes, la série de Canal+, et Rémi Coffer lui-même est un de nos grands spécialistes du renseignement en France. Il a co-signé une grande histoire politique du renseignement français qui est passionnante. Et lui-même découvre des choses à chaque fois et peut constater aussi encore ce qui lui reste d'ignorance parce que ces lieux en soi, il le raconte, le Bureau des légendes, le décor du Bureau des légendes, c'est le vrai décor. C'est très fidèle. Très fidèle, effectivement, au siège de la DGSE dans le nord de Paris. D'ailleurs, il y a un lieu qui a 2 surnoms. Les gens à l'extérieur, les journalistes notamment l'appellent la piscine parce qu'il y a un centre nautique là juste en face. Il y avait, ou je sais pas s'il y a encore, mais alors que les gens de la maison l'appellent le bureau. Et là encore, on est dans un monde en soi. C'est la haute administration avec des personnages haut en couleur. On est à la fois dans le faux semblant. On est sans arrêt dans un jeu de miroir. Et bien souvent, une visite ne vous apporte pas forcément les renseignements que vous cherchez. Mais c'est un des lieux qui est l'objet le plus de fantasmes. Mais on voit que ces personnages d'espions, d'agents secrets, ont une vie, c'est une communauté qui est réglée avec une cantine, avec des règles d'une entreprise quelconque. Oui, d'autant que les anciens locaux de la DGSI, en fait, étaient occupés précédemment par ce qui s'appelait Elf Aquitaine et avant d'autres compagnies pétrolières. Et maintenant, une partie de ces locaux, donc dans le 15e arrondissement, sont le siège des Échos et du Parisien. Donc on passe peut-être d'une sphère d'influence à l'autre, Sébastien Le Foll. Peut-être y a-t-il même encore dans ces locaux des secrets dissimulés dans les cloisons, je ne sais pas. C'est possible. Vous explorez également des lieux emblématiques culturels, comme la maison d'édition Gallimard, et puis on en a parlé au début, le restaurant de Rouen. Alors, votre expérience m'intéresse, Sébastien, parce que vous êtes un ancien du Figaro, du Point, maintenant à l'Express, donc j'imagine que vous avez aussi plein de collègues qui ont travaillé dans les suppléments littéraires de ces journaux. À quoi ça ressemble, le restaurant de Rouen, au moment de la remise du prix, de la délibération du jury Goncourt ? Alors j'ai découvert l'adresse de ce restaurant près de l'Opéra à Paris lorsque j'étais jeune journaliste au Figaro littéraire et j'étais ce qu'on appelait un courriériste. Je racontais la vie littéraire, les écrivains, les prix. Et ça c'est une exception bien française, c'est cette saison de prix. Alors, il y a une rentrée littéraire qui commence au mois d'août, finit au mois de novembre et qui est ponctuée par la remise de grands prix. Et ces prix, ils ont encore une énorme importance pour l'économie du livre. Quand vous obtenez le Goncourt, c'est Kamel Daoud, le dernier Goncourt, a dépassé les 500 000 exemplaires. Donc ça peut faire ou défaire une maison, ça peut sauver une maison. Alors là, Gallimard, qui est à la maison, qui a remporté le plus de prix Goncourt, est un groupe solide. Mais pour une petite maison, ça peut changer complètement la vie. Donc il y a un pouvoir littéraire en France. Mona Ozouf, l'historienne, disait que la France était une nation littéraire. Et je dirais que c'en est c'est le Saint-Siège, le salon de Rouen, premier étage de ce restaurant. Un prix qui est plus que centenaire. Le jury décide de s'y installer en 1914 dans cette même salle à manger où chaque année le chef prépare un plat spécialement pour les Goncourt, inspiré souvent d'ailleurs de romans, de l'histoire de la littérature. C'est une contre-académie française au départ.
à l'Académie française que raconte Louis-Henri Larochefoucauld dans le même volume, des dieux du pouvoir, vous avez un fauteuil et un habit. Eh bien, les académiciens Goncourt, eux, sont élus à un couvert. Les noms de tous les jurés Goncourt sont gravés sur ces couverts en vermeil. Et j'ai donc arpenté ce lieu, j'ai attendu chaque année la proclamation du prix Goncourt au pied de l'escalier intérieur du restaurant. Une année, on m'avait même donné un tuyau comme quoi le jury, au lieu de rendre public sa dernière sélection, parce que le jury en rend 3, eh bien, allait annoncer avec 15 jours d'avance le lauréat. Et je me trouvais là ce jour-là parce que j'avais eu un tuyau et j'ai pu entendre à travers la porte entrebâillée la conversation du jury. J'ai été beaucoup déçu d'ailleurs parce que là encore, c'est un lieu de fantasme puisque on est allé jusqu'à l'espionner. Il y a un journaliste dans les années 80, Alain Ayache, avait posé des micro-espions pour espionner le jury. Il avait avoir le nom du lauréat en avant. Oui, mais surtout, il espérait dévoiler de la corruption, les tractations occultes, alors que là encore, ça reste une communauté humaine, on est quand même dans un certain entre-soi, et donc on est loin de certains. C'est pas très spectaculaire quand on voit. Mais ce lieu a gardé donc une forme de magie. Il y a chaque année des centaines d'écrivains qui rêvent début novembre d'être invités à la table des Goncourt. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls puisque de nombreux présidents de la République se sont invités chez les Goncourt. François Mitterrand est venu. J'ai retrouvé d'ailleurs dans les archives du prix qui se trouvent aux archives municipales de Nancy, puisque les frères Goncourt étaient de la région de Nancy, eh bien, où on trouve les cahiers où, depuis plus de 100 ans, ce jury, à chaque séance, tient un compte-rendu précis. Et j'ai retrouvé le compte-rendu de 2 déjeuners avec François Mitterrand, déjeuners qui sont prolongés jusqu'à 16h, on n'a pas 17h même, on a parlé de littérature, peu de politique. Jacques Chirac avait invité les jurés Goncourt quand il était encore maire de Paris, juste avant d'être élu président de la République, où il a, dans le compte-rendu, on voit un peu surpris tout le jury en faisant étalage de sa culture poétique. Et Emmanuel Macron, il y a quelques années, croisant les Goncourt à la foire de Francfort, foire du livre de Francfort, a demandé s'il pouvait être invité et s'il pourrait même voter. Pour le moment, il a pas encore, il n'est pas venu. Mais vous voyez, donc il y a quand même un prestige du lieu qui même attire les politiques. Voilà, Sébastien Le Foll, une bonne sélection de ce qu'on trouve dans le livre. Et justement, moi, je voulais terminer par un coup de cœur. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, qui est celui consacré à la voiture numéro 1 du Tour de France. Un chapitre qui est écrit par Florent Baraco, qui avait déjà signé un chapitre intéressant dans le précédent tome sur la tribune présidentielle du Stade de France. La voiture numéro 1 du Tour de France, c'est celle dans laquelle monte le directeur sportif, qui est Christian Prudhomme depuis 2007. Et que l'on voit à quasiment toutes les retransmissions télé. Et Florent Baraco écrit dans son chapitre que durant 3 semaines, le directeur de course devient l'une des personnalités les plus puissantes du pays. Qu'est-ce que ça représente, cette voiture, aujourd'hui ? L'écrivain Antoine Blondin, qui avait le sens de la formule, avait d'ailleurs dit De Gaulle dirige la France pendant 11 mois, mais au mois de juillet, c'est le patron du Tour de France. Parce qu'il n'y a pas de compétition sportive, il n'y a pas de spectacle aussi populaire que le Tour de France, suivi par des dizaines de millions de Français. Et encore aujourd'hui, il y a même un regain d'intérêt pour le Tour de France. Donc, il n'y a pas de sport qui rassemble autant, à part peut-être l'équipe de France de football quand elle joue la Coupe du Monde. Et c'est à la fois pour les politiques un bon baromètre du pays, mais c'est devenu un rituel républicain. Il faut y apparaître. C'est Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui est un passionné de cyclisme, qui, après son élection en 2007, demande à suivre une étape de montagne dans la voiture du directeur de course. Donc, le monarque républicain s'affiche dans se montre dans ce carrosse moderne. Ça se passe jamais d'ailleurs comme il le voudrait. François Hollande se retrouve dans une étape à devoir corriger une interview sur son programme. Jean Castex, Premier ministre alors, il y a un psychodrame en les moments du Covid et découvre qu'il avait le Covid. On y va absolument pour se montrer, c'est important pour un président, parce que pour être
en tout cas prendre une part de cette popularité, mais pour aussi prendre le pouls du pays. Et les quelques politiques qui se sont aventurés à critiquer le Tour de France, comme le maire, je crois que c'était le maire de Lyon, qui avait fait une sortie contre, se casse les dents, parce que c'est une sorte de monument national et que peut-être tant qu'il y aura le Tour de France, il y aura la France en quelque sorte. Oui, puis on voit que les politiques aussi font un peu la compétition pour y monter, hein, que ce soit le préfet, le maire, etc. Tous les maires se battent Voilà. pour que le Tour traverse leur ville, fasse une halte dans leur ville. Vous y êtes monté, vous, Sébastien Le Foll ? Jamais, hélas. Ah. Mais vous savez, il y a la même chose avec le Goncourt. Oui. Les villes se battent pour que le jury puisse venir proclamer le Goncourt chaque année. Ils s'y refusent parce qu'ils veulent rester absolument. Mais il y a des villes comme Marseille, notamment à l'époque de Gaston Defferre, ont obtenu qu'au moins les Goncourt viennent des réunions. Faire une réunion et peut-être rendre public une sélection. Merci beaucoup Sébastien Le Foll d'être venu présenter Merci ce à livre. Les lieux secrets du pouvoir, donc une vingtaine de contributions avec des écrivains, des journalistes, je l'ai signalé. C'est paru aux éditions Perrin, donc déjà disponible en librairie. J'espère vous recevoir pour le 3e, donc. Hein. J'ai compris que c'était une trilogie, Sébastien. Oui, et là nous allons explorer les lieux du pouvoir dans le monde. Ah, très bien, il y a de quoi faire. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.